Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse dédiée aux chiffres clés de l'eau et de l'assainissement sur notre territoire. L'eau et l'assainissement, deux sujets qui revêtent une importance particulière dans un contexte local marqué par des problématiques environnementales prégnantes et des attentes légitimes de la population. Pour ouvrir cette session, j'ai le plaisir de céder la parole à Monsieur Guy Losbar, président du conseil départemental et président de l'Office de l'eau Guadeloupe, qui va introduire cette présentation. Monsieur le préfet, Madame la représentante du conseil régional, Monsieur le directeur de l'ARES, Monsieur le président du syndicat mixte, représenté ici par Dominique Laban, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, vos grades et qualités. Il est des sujets qui engagent pleinement notre responsabilité collective. L'eau potable en fait inconstatablement partie de ces sujets. L'eau, c'est la dignité. Et depuis trop longtemps, la Guadeloupe souffre de coupures à répétition qui empoisonnent le quotidien de nos concitoyens. Nous le savons tous, les Guadeloupéens n'en peuvent plus. Ils attendent des résultats. Aujourd'hui, je veux le dire avec force, le département prend, comme il a toujours fait, toute sa part de responsabilité. Les chiffres présentés dans le rapport que nous dévoilons aujourd'hui montrent que la dynamique est en train d'évoluer. La baisse des prélèvements, l'amélioration des rendements, les progrès réalisés sur certains territoires ne sont pas le fruit du hasard, ils sont le résultat d'un travail collectif, d'une gouvernance clarifiée, d'investissements enfin orientés vers l'essentiel. À travers cette publication des chiffres clés, je veux saluer le travail rigoureux de l'Office de l'eau et de l'ensemble de ses partenaires, la transparence, la fiabilité des données et le partage de l'information sont des conditions indispensables pour retrouver la confiance des Guadeloupéens. Mais nous ne nous satisfaisons pas des signaux encourageants, nous accélérons. Je veux donc vous confirmer des engagements très concrets du département. Sur les 2 années à venir, 27 millions d'euros de travaux seront réalisés pour réparer, moderniser les canalisations de notre territoire. Et nous commençons dès cette semaine aux abîmes. Nous lançons également une opération coup de prêt avec près de 6 millions d'euros dédiés à la réparation des fuites les plus critiques et des branchements défectueux. Parce que réparer durablement suppose aussi une exploitation solide, le département accompagnera pleinement le CMEAG dans la mise en place de sa régie d'exploitation, qui est effective depuis ce mois de janvier. Et parce qu'aucun service public ne peut fonctionner avec une trésorerie asphyxiée, nous mobiliserons 6 millions d'euros supplémentaires pour contribuer à l'appurement de sa dette fournisseur. C'est un plan concret, c'est un plan durable. Notre objectif est clair, rétablir la confiance de tous. Le département restera pleinement engagé aux côtés de l'État, de la région, de l'Office de l'eau, du SMEAG et des collectivités pour que l'eau cesse d'être un facteur d'angoisse et redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, un droit effectif, garanti et respecté. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Président. Et on va céder la parole maintenant à Isabelle Amiré-Jomy, présidente déléguée de l'Office de l'eau Guadeloupe. Bonjour à tous. Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du conseil régional, mais représenté par Sylvie Gustave Dizuflo, présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, chère Sylvie, Monsieur le président du conseil départemental, cher président Losbar, Monsieur le directeur de l'ARS, représenté aujourd'hui par le directeur de la veille sanitaire, Monsieur Saint-Martin, bonjour. Monsieur le président, représenté aujourd'hui du SMGEAG par son directeur, cher Dominique. Mes salutations à Madame la présidente de la communauté des communes de Marie-Galante, absente ce jour, mais suivant certainement nos travaux. Mesdames et messieurs les élus, à tous en vos grades et qualités, chers invités. En ma qualité de présidente déléguée de l'Office de l'eau de Guadeloupe, je suis heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence de presse dédiée à la parution du nouveau rapport des chiffres clés de l'eau et de l'assainissement. Accompagnée des représentants des structures qui, avec l'Office de l'eau, ont su tirer parti de leur complémentarité pour dresser chaque année ensemble un bilan actualisé de l'eau potable et de l'assainissement en Guadeloupe, et ce depuis l'instauration de ce groupe de travail il y a maintenant 8 ans,
Notre objectif est toujours le même, pouvoir apporter à la population des informations fiables, transparentes, chiffrées sur nos ressources en eau et sur leur utilisation par les services de l'eau et de l'assainissement. Le nouveau rapport des chiffres clés est dès à présent disponible sur le site de l'Observatoire de l'eau de Guadeloupe. Son contenu s'appuie sur des informations et des données qui sont produites ou détenues par chacun de nos organismes en fonction de ses domaines de compétences. L'ADEAL, l'ARS, la Communauté des communes de Marie-Galante, le SMGEAG et l'Office de l'eau qui centralisent ces informations relatives aux quantités d'eau prélevées dans les milieux et qui pilote, au travers de son observatoire de l'eau, l'élaboration de ce rapport annuel qui vous est présenté aujourd'hui. Cette présentation nous donne l'opportunité de vous présenter les éléments importants à retenir de cette nouvelle publication qui se base sur les derniers chiffres consolidés disponibles, à savoir ceux de 2023, deuxième année du plein exercice du syndicat mixte. Elle est également l'occasion pour nous de faire le point sur les actions qui sont menées sur le territoire par les différents acteurs de l'eau et qui, conjointement, nous permettront d'envisager l'avenir dans des conditions plus sereines. Pour l'heure, certains signes d'amélioration sont entrevus. C'est notamment le cas pour les volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel, tous usages confondus, qui marquent un net recul en 2023, près de 5 millions de mètres cubes de moins par rapport à 2022. Les prélèvements d'eau, qui représentent une pression quantitative importante pour nos milieux aquatiques et la biodiversité associée, retombent ainsi à 105,1 millions de mètres cubes. Après avoir atteint un plateau en 2021-2022, qui faisait suite à une dizaine d'années d'augmentation des volumes d'eau prélevés dans le milieu naturel, on peut donc se réjouir aujourd'hui que les prélèvements adoptent une trajectoire à la baisse, qui, plus est assez marquée. En ce qui concerne plus spécifiquement les prélèvements pour l'alimentation en eau potable, ils sont pour la première fois en baisse, avec 0,5 million de mètres cubes de moins prélevés par rapport à 2022. Cette diminution pourrait être le résultat des travaux menés ces dernières années sur les infrastructures d'eau potable et pourrait amorcer enfin une gestion plus vertueuse de la ressource en eau pour l'usage eau potable et assainissement sur les années à venir. Sur l'eau potable, pardon. 2003 enregistre également le taux de perte moyen à l'échelle de la Guadeloupe le plus faible de ces dernières années. Établi à 58%, ce taux a fortement diminué en reculant de 10 points par rapport à 2022. Il est fortement influencé par le taux correspondant au territoire en gestion directe du SMGEAG, dont la valeur de l'indice s'est très nettement améliorée, en passant de plus de 71% à 60%. Cette diminution a été rendue possible par des actions très fortes. D'une part, en agissant directement sur les pertes réelles du réseau, avec notamment une intensification des réparations de fuites réalisées en 2023, avec 117% de fuites réparées en plus par rapport à 2022. Des progrès notables sont également relevés sur d'autres territoires, comme la commune de Pointe-Noire, par exemple, qui poursuit son amélioration en 2023 avec 7,4 points de moins par rapport à 2022 et sur laquelle le taux de perte passe pour la première fois en dessous de la barre des 50%. On peut citer également le territoire de la communauté des communes de Marie-Galante, dont le taux de perte, après une légère hausse en 2022, a repris sa juste trajectoire, donc à la baisse, avec 3,1 points de moins en 2023, en passant ainsi sous la barre des 35%. Le taux de perte le plus faible est quant à lui relevé sur le territoire de gestion du Lamentin, avec 29%. Alors venons-en aux actions de l'Office de l'eau, qui, avec ses différents exploitants des services de l'eau potable, poursuivent leurs opérations de réparation de fuites, de remplacement des canalisations et de renouvellement des compteurs abonnés. L'Office de l'eau, pour sa part, est à pied d'œuvre pour renforcer et continuer à informer toujours davantage au sujet de l'évolution de l'état de nos milieux aquatiques, dont la qualité est dépendante de la gestion de l'eau et de l'assainissement. L'Office est actuellement en train de finaliser une étude majeure pour le territoire, un état des lieux complet de la qualité des masses d'eau de l'archipel, adossé à une identification des pressions anthropiques qui pèsent sur ces dernières.
Cet état des lieux, sera bientôt disponible, donc au 15 janvier, après validation par le CEB et après approbation par le préfet. L'Office est également à pied d'œuvre pour accompagner des projets contribuant à préserver la ressource en eau du territoire ou permettant de maintenir ou de reconquérir le bon état de nos milieux aquatiques. Pour cela, l'Office de l'eau peut s'appuyer sur son 4e programme pluriannuel d'intervention qui a été initié l'année dernière et qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de l'eau et dans les objectifs du SDAGE de Guadeloupe. L'Office de l'eau accompagne ainsi fortement les autorités organisatrices des services publics de l'eau et de l'assainissement. Depuis 2023, l'Office apporte près de 2,8 millions d'euros d'aide financière à la CCMG et plus de 26 millions au SMGEAG, dont 17 millions ont été orientés pour la réalisation de diverses opérations relatives à l'assainissement. La limitation des pressions qui menacent les milieux et leurs écosystèmes est une priorité pour l'Office. Une priorité pour l'Office qui se mobilise donc fortement pour la réduction des rejets d'eau usée dans l'environnement. Dès 2024, l'Office de l'eau a déterminé sa feuille de route relative à la réhabilitation des plus grosses stations d'épuration de l'archipel en fonction des pressions qui menacent les milieux. C'est ainsi que le 10 décembre 2025, l'Office a décidé de rehausser le taux de son accompagnement sur 3 stations, le faisant progresser ainsi de 50% à 80% du coût total des travaux nécessaires. Ce sont donc aujourd'hui 6 stations du SMGEAG dont la réhabilitation est accompagnée à hauteur de 80% par l'Office de l'eau: Capesterre-Belle-Eau, Petit-Bourg, Goyave, Baïf, Le Gosier et Saint-François. En parallèle, l'Office poursuit son partenariat avec les bailleurs sociaux pour la réhabilitation des mini-stations des résidences privées, avec environ 2 millions qui y sont dédiés. En 2025, après avoir commandité une expertise des dispositifs d'autosurveillance mis en œuvre sur les grosses stations d'épuration de Guadeloupe et un audit des laboratoires internes du SMGEAG, l'Office de l'eau a mis en place des programmes de formation pour les agents et pour les encadrants concernés afin de sécuriser toute la chaîne d'acquisition des données d'autosurveillance. Il est important de rappeler que l'autosurveillance est une partie intégrante de l'aspect réglementaire lié à l'assainissement et que les conséquences liées à l'absence de mise en œuvre correcte sont particulièrement importantes. Enfin, l'Office de l'eau poursuit sa collaboration avec le CIPS et l'ARS pour la poursuite de l'élaboration des profils de baignade sur l'archipel. Les profils de baignade sont des documents réglementaires obligatoires pour chacun des sites de baignade recensés par les communes. Il consiste donc à identifier les sources de pollution qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux de baignade et sur la santé des baigneurs. Dans le cas où un risque de pollution est identifié, ces profils permettent également de définir les mesures de gestion à mettre en œuvre pour assurer la protection sanitaire de la population et d'identifier ainsi les actions nécessaires à la suppression des sources de pollution. L'accompagnement de l'Office de l'eau est établi à hauteur de 80% du coût total de l'opération, ce qui représente une aide financière de 640 000 €. Les efforts qui sont engagés depuis plusieurs années par les différentes entités publiques vont dans le bon sens. Le chemin est encore long, il nous reste de nombreux défis à relever, mais nous restons unis pour y faire face et pour que, in fine, l'état de nos milieux aquatiques ainsi que les services publics de l'eau et de l'assainissement s'améliorent durablement sur notre territoire. Je vous remercie de votre attention et laisse à présent la parole à nos partenaires qui partageront avec vous leurs contributions et leurs perspectives. Merci à vous. Merci, Madame Isabelle Amireille-Jomy, présidente déléguée de l'Office de l'eau Guadeloupe. On va poursuivre cette présentation. La parole est à Madame Sylvie Gustave Diduflo, présidente du CA de l'Office français de la biodiversité et vice-présidente du Conseil régional. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Monsieur le préfet, monsieur le président du conseil départemental, madame la présidente déléguée
de l'Office de l'eau, monsieur le représentant de l'ARS, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Ce matin, je vais faire un exercice à 3 têtes, puisque au niveau de l'eau, j'ai à la fois la casquette de présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Également, je représente le président Henri Chalus avec ma délégation environnement et donc j'ai la délégation eau. Et enfin, en tant que présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, le CEB, qui est l'équivalent d'un comité de bassin. Tout d'abord, vous rappelez une chose essentielle, l'Office français de la biodiversité, l'Office français de la biodiversité est un acteur important du plan ODOM et tout naturellement est engagé dans le cadre du contrat de convergence et de transformation 2024-2027 de la Guadeloupe. Mais ce qu'il est plus intéressant de dire, c'est que le financement qu'apporte l'Office français de la biodiversité, c'est bien un financement État, et que ce financement État est dû à la solidarité interbassin. Qu'est-ce que ça veut dire, une solidarité interbassin? Ça veut donc dire que ce sont les agences de l'eau hexagonales qui prélèvent une partie de leur redevance pour le réfléchir à la dotation de l'OFB sur le plan ODOM. C'est pour cela que la dotation de l'OFB est appelée solidarité interbassin. Il est important de savoir que dans le cadre de la contractualisation 2024-2027, à ce jour, 22,8 millions ont été engagés auprès du SMGAG et 2,6 millions d'euros pour la communauté de communes de Marie-Galante. Et donc, il nous reste, en termes de mobilisation des crédits, sur ces 35 millions engagés sur ce contrat de convergence, 9,6 millions d'euros, valables jusqu'en 2027, pour lequel déjà la communauté de communes de Marie-Galante a demandé des mises en œuvre de préconisation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées pour un peu plus de 330 000 euros, des travaux d'amélioration et des performances du réseau d'eau potable de Marie-Galante pour plus de 221 000 euros. Et pour le SMGAG, c'est plus de 6 millions d'euros pour la réhabilitation des infrastructures de traitement des eaux usées de la commune de Petit-Bourg et le renforcement des infrastructures de collecte et de traitement alimentant la station d'épuration collective de Pointe-à-Donne pour 2,8 millions d'euros. J'attire votre attention en ma qualité de présidente du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité. Et dans le cadre du plan national eau que porte actuellement le ministère de la Transition écologique, les présidents des agences de l'eau ont évoqué leurs difficultés à faire face à leurs obligations sur l'Hexagone et donc du coup sont, je dirais, en tout cas mettre la pression pour que cette solidarité interbassin puisse diminuer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, au sein du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, où sont votées en commission des interventions les sommes qui sont allouées au plan ODOM d'une manière générale sur les territoires, sur les départements d'outre-mer et en particulier à la Guadeloupe, les administrateurs se posent très fortement la question, est-ce qu'il faut faire jouer la solidarité interbassin de l'Hexagone quand on a 34% de taux d'impayés par les usagers? Comment peut-on, et c'est une vraie discussion qui revient pratiquement à chaque commission des interventions, comment peut-on faire jouer la solidarité hexagonale quand au niveau même du territoire, notamment de la Guadeloupe, nous avons 34% d'usagers qui ne payent pas. Et c'est une question à laquelle je suis confrontée de manière récurrente à chaque conseil d'administration. Ensuite, en ma qualité de vice-présidente de la région, vous rappelez qu'effectivement, au nom du président Henri Chalus, la région a pris toute sa part
dans l'urgence à réhabiliter à la fois le réseau d'eau potable, mais également l'assainissement. Depuis 2018, et je rappelle encore une fois, ni la région et encore moins le département n'a de compétences dans l'eau et dans l'assainissement. Mais néanmoins, la crise étant là, et il faut fournir à la population de l'eau de qualité et en quantité. Donc, depuis 2018, c'est depuis le moment 2017 où nous avons créé le service en région de l'eau, c'est 282,5 millions d'euros que la région a apporté sur le chantier de l'eau et de l'assainissement, dont 61 millions en fonds propres. Évidemment, le reste est apporté par les fonds européens. Ce sont des travaux en maîtrise d'ouvrage région pour des montants de plus de 83,6 millions, 9,5 millions consacrés à la lutte contre les fuites, 4,7 millions dédiés à la remise en état des ouvrages endommagés à la suite du passage de la tempête Fiona. Ce sont également des subventions régionales aux autorités organisatrices des services de l'eau. Avant la création du SMGAG, 6,9 millions en fonds propres versés aux EPCI. À la création du SMGAG, 6,5 millions attribués aux syndicats, puis la mise en œuvre du plan pluriannuel d'intervention du SMGAG pour une subvention de 16 millions alloués aux travaux réalisés dans ce cadre. Et également, accompagnement du plan de départ volontaire des agents du SMGAG, accompagnement des usagers à la gestion de crise, à la fois pour l'installation de citernes chez l'usager, dans les écoles, dans les communes, évidemment le soutien au lycée également qui se retrouve fortement aussi perturbé par les tours d'eau, pour un montant d'investissement cumulé de 4,1 millions d'euros. Montant des subventions européennes consacrées à l'eau et à l'assainissement sous les 2 dernières programmations, 150 millions d'euros. Donc, tout cela pour vous dire que plus que jamais, la région est engagée pour qu'on puisse résoudre ce problème de la crise. Et nous saluons ces chiffres clés qui, comme Isabelle Amirez-Joumi l'a indiqué, le volume des prélèvements d'eau dans le milieu naturel, pour la première fois, décroît. Et surtout, on espère, cette décroissance va se stabiliser en décroissance. En tout cas, la décroissance doit continuer. On relève les 34% de taux d'impayés des usagers qui ne peuvent que mettre en difficulté le SMGAG. Et enfin, je prendrai ma dernière casquette de présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, l'équivalent du comité de bassin. Nous sommes en train d'élaborer un schéma directeur qui est relatif dans la direction cadre de l'Union européenne. C'est le schéma directeur de l'aménagement et de la gestion de l'eau. Hier, nous avons fini les 5 cahiers état des lieux et à la plénière du CEB du 15 janvier prochain, nous allons les adopter et ça sera un peu la feuille de route pour tout le territoire pour l'atteinte des objectifs que nous fixons. Si Monsieur le Préfet le veut bien, le président du conseil départemental, je préconiserais que nous fassions une 2e conférence de presse peut-être pour vous montrer à quel point l'état des lieux, des milieux aquatiques naturels devient catastrophique. C'est vrai que nous focalisons énormément sur l'eau potable et c'est normal d'emmener de l'eau potable dans le robinet des usagers, mais silencieusement, vous avez un défaut d'assainissement collectif, majoritairement, et individuel, qui est en train de tuer à petit feu l'état écologique de nos, de nos milieux aquatiques naturels. Et c'est vrai que je disais à Monsieur le Préfet, tant que la cascade aux écrevisses ne sera pas fermée, parce qu'un état sanitaire non conforme aura été analysé, eh bien, la population ne comprendra pas les efforts qu'il faut fournir pour aller vers l'assainissement. Et enfin, pour finir, pour ne pas être plus long, je dirais qu'en ma qualité de présidente de l'OFB, nous travaillons avec acharnement
Le taux d'intervention de l'OFB est passé de 20 à 40% eau et assainissement, et également à 60% lorsque l'assainissement et lorsque la technique d'assainissement utilisée est une solution fondée sur la nature, comme les techniques de filtre planté, et aussi à 80% en cas de catastrophe naturelle. Donc, à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional, au niveau départemental, eh bien, nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre cette crise de l'eau. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Sylvie Gustave Di-Duflo. On ne peut parler de l'eau et de l'assainissement. Excusez-moi, j'ai juste oublié une toute petite phrase. Le bon état des milieux aquatiques, c'est le travail de l'Office de l'eau. Et l'Office de l'eau ne peut faire son travail que si l'Office de l'eau perçoit les redevances du SMGAG. Si nous ne travaillons pas à ce que le SMGAG reverse des redevances fléchées sur nos factures, c'est-à-dire les redevances sont fléchées et doivent aller à l'Office de l'eau. Aujourd'hui, elles ne le sont pas. Et donc, l'Office de l'eau ne peut pas faire son travail de protection des milieux aquatiques naturels. Et à long terme, c'est l'économie touristique qui sera impactée. Parce que ça, quand l'état écologique se dégrade, l'état sanitaire suit derrière. Merci. Merci, Madame Gustave Di-Duflo. On ne peut parler de l'eau et de l'assainissement sans évoquer leur gestion. La parole maintenant à Monsieur Dominique Laban, directeur du SMGEAG. Monsieur le préfet de région, Monsieur le président du conseil départemental, Madame la présidente déléguée de l'Office de l'eau, Madame Duflo, présidente de l'Office français de la biodiversité et représentante du conseil régional, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. J'excuse le président Ferdi Louisi qui est en train de préparer un conseil syndical qui se tiendra demain au SMGAG. Et je vous remercie chaleureusement de nous avoir invités à la présentation des chiffres clés de l'eau pour l'édition publication 2025. C'est l'occasion pour moi de vous faire un point d'actualité sur la situation du SMGAG et de vous dire que cet établissement fonctionne dans le respect scrupuleux des priorités définies par le SDAG pour la période 2022-2027 et de son programme de mesures. Je vais donc énumérer les actions prioritaires auxquelles on se consacre quotidiennement au SMGAG. D'abord, sur l'amélioration de la gouvernance. Le SMGAG a délibéré au mois d'octobre sur la création d'une régie personnalisée avec une autonomie financière. C'est donc un outil qui va permettre de clarifier les compétences et la mise en œuvre des missions du SMGAG, d'assurer en quantité et en qualité la production d'eau à destination de sa clientèle, mais aussi de régler les problèmes de résorption d'un assainissement non conforme, et puis de travailler sur la GPU et la DEFI, conformément aux compétences qui ont été dévolues à cet organisme. Le SMGAG a aussi validé au mois de décembre les statuts portant création de cette régie personnalisée avec une autonomie financière. Et demain, on va poursuivre les travaux d'accélération, d'organisation structurelle et fonctionnelle du SMGAG demain dans l'après-midi. Alors, dans le cadre des actions prioritaires du SDAG et de son programme de mesures, il est manifestement évident que la satisfaction des besoins de la clientèle du SMGAG est pour nous une priorité quotidienne. Et donc, grâce aux contributions financières de l'État dans le cadre du contrat quorum, de la région, du département et des financements européens, on a, depuis quelques mois, procédé à un rattrapage des difficultés qui sont liées au transfert de patrimoine qui nécessitait des travaux urgents
à la fois dans les unités de production, qui sont pratiquement toutes dans un état de restauration et de remise en capacité de production optimale, mais aussi de réparation des réseaux sur les canalisations sur l'ensemble du territoire et de réparation des fuites et de renouvellement de compteurs. Comme l'a indiqué Madame Duflot, la principale difficulté du SMGAG, c'est le manque de recouvrement de la facturation, ce qui nous place dans une situation très fragile et qui requiert des contributions financières significatives de tous les partenaires que je viens de citer. Donc, le SMGAG, aujourd'hui, traite en priorité les sujets que j'ai énumérés, mais aussi la remise en conformité de nombreuses stations d'épuration. Sur 18, il y en a à peu près 15 qu'il faut pratiquement réhabiliter intégralement. Et on est tout à fait conscient des dégâts que ces non-conformités génèrent sur l'environnement. Et donc, le conseil de surveillance du SMGAG a décidé d'intensifier les actions mises en œuvre avec une PPI accélérée sur les zones qui sont les plus impactées par la vétusté des réseaux et l'intensification de la réparation de fuites. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que le SMGAG, par rapport à une situation financière très fragile, met en place une politique de correction qui nous a été suggérée par le contrat quorum, en l'occurrence la réduction des effectifs. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place toutes les mesures qui se rattachent au plan de départ volontaire. On a mis en place de même un plan d'économie avec une réduction significative de la flotte de véhicules du SMGAG et on a un pilotage très rigoureux de la masse salariale et de régulation des astreintes. Donc, le problème de la facturation est en cours de réexamen. Donc, là aussi, on est en train d'investiguer un peu mieux et dans le renouvellement des compteurs, promouvoir la relève automatique de manière à ce qu'on ait un taux de recouvrement qui soit significativement amélioré. Et on est aujourd'hui dans un audit organisationnel et fonctionnel à l'intérieur duquel j'attache un intérêt tout particulier à la qualité du dialogue social en interne au SMGAG. Donc, on a un volume d'échanges permanent avec les organisations syndicales de manière à ce que la transition et la transformation du SMGAG soit la plus efficace possible. Donc, je suis bien évidemment attentif à toutes les suggestions, les préconisations et les remarques qui sont faites par nos financeurs. On essaie de les mettre en œuvre. C'est l'occasion pour moi de remercier tout particulièrement le département et la région qui nous ont vraiment aidés en tant qu'autorité organisatrice et de gestion des fonds européens. On a vraiment mis un accélérateur sur le programme de la PPI accéléré. Et donc aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser que la transition que connaît aujourd'hui le SMGAG donne de bonnes raisons d'espérer un retour à une situation meilleure au cours des toutes prochaines années. Merci de m'avoir prêté attention. Merci, Monsieur Dominique Laban. La communauté de communes de Marie-Galante est en charge de la gestion de l'eau de la Grande Galette. La collectivité vous prie de bien vouloir l'excuser pour son absence indépendante de sa volonté et vous remercie de votre compréhension. Et pour évoquer maintenant la conformité en eau potable, nous donnons la parole au directeur de la sécurité sanitaire de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Monsieur Patrick Saint-Martin. Messieurs, 1, 2. Mesdames et messieurs, bonjour. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les présidents, en vos grades et qualités,
Permettez-moi de vous présenter ces quelques chiffres au nom du directeur général de l'agence, qui vous prie d'excuser son indisponibilité là aujourd'hui, et puis au nom aussi de toute l'équipe qui, au sein de l'agence, travaille à la production de ces données que nous reversons volontiers à l'Office de l'eau pour sa production annuelle. Pour l'ARS, les données qui sont disponibles en interne nous permettent d'aller un peu plus loin que celles présentées aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons essentiellement des données 2023, mais mon propos s'appuiera aussi sur les données de 2024 qui sont disponibles en interne chez nous aussi. Nous accompagnons au quotidien tous les producteurs d'eau, les fermiers, communément appelés dans notre jargon. Vous avez cité le SMGAG, la communauté des communes de Marie-Galante, mais aussi les 2 producteurs d'eau qui sont situés dans les îles du Nord. Nous accompagnons toutes ces structures, nous mettons en place le contrôle sanitaire sur tous ces opérateurs. Sur le contrôle sanitaire à proprement dit, les producteurs et les distributeurs, à nos yeux, sont responsables de la qualité de l'eau produite et distribuée et sont tenus d'en surveiller la qualité en permanence, notamment au travers de leurs autocontrôles. Nous, à l'ARS, nous nous appuyons sur le laboratoire Carso pour déployer un programme de prélèvement et d'analyse, tant au captage qu'au robinet des citoyens, en complément de l'autosurveillance de chaque exploitant, de chaque fermier. Du fait du contexte guadeloupéen, la fréquence des contrôles sanitaires en vue de la recherche de pesticides notamment est notablement supérieure à ce qui est mis en place dans d'autres départements. En cas de non-conformité, toujours selon notre pratique au quotidien, en cas de non-conformité, l'exploitant est tenu de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour assurer un retour à la normale de la qualité de l'eau qu'il distribue, par des mesures de protection, des mesures de correction, et ainsi desservir correctement la population. Nous les accompagnons dans ce cadre avec, lorsque c'est nécessaire, la production de restrictions, voire des interdictions de consommation temporaires. Si je dois revenir en quelques mots sur les chiffres des années 2023 et 2024, je vous dirais que alors, nos chiffres sont, comme je vous l'ai dit, nous les avons étayés des données plus récentes que celles de 2023, et donc plus récentes dans le temps, mais aussi plus récentes, plus complètes dans le périmètre, puisque les données que je vais vous citer là incluent aussi les îles du Nord. Nous constatons que l'eau, d'une manière générale, est plutôt de bonne qualité lorsqu'elle est distribuée normalement. Alors, vous voyez, chaque mot est important. Il y a bien des situations où elle n'est pas distribuée normalement, mais en général, lorsqu'elle est produite et distribuée, elle est plutôt de bonne qualité. Sur les données de 2024 nous permettent de dire que, par exemple, sur le plan de la microbiologie, sur 1600 échantillons produits, nous détectons 118 non-conformités, ce qui donne un taux de conformité de 92,5%. Un taux qui est à rapprocher, certes, des 98% de la moyenne nationale sur ce paramètre. Pour la chlordécone, nous comptabilisons 4 non-conformités durant cet intervalle de temps, essentiellement dû à certaines stations comme celle de Bel-Ocado, celle de Belle-Terre, qui nous ont fait chuter le taux de conformité à 97,4% pour ce paramètre, la chlordécone. Quand au national, le paramètre pesticide leur donne une qualité moyenne de l'ordre de 72%. Sur le paramètre aluminium, nous avons 272 non-conformités pour 1348 échantillons analysés. L'essentiel des non-conformités proviennent des stations, notamment de Sainte-Rose, du Moule et de Sainte-Anne, ce qui nous ramène à un taux de conformité de 79,8%. Lorsque, au niveau national, ce paramètre aluminium
rapporte une conformité à 96%. Si je commente ces chiffres, je pourrais vous dire que les soucis qui concernent la présence d'aluminium dans l'eau sont largement maîtrisables et vraiment, il nous faut finalement peu de choses pour améliorer encore plus, singulièrement la qualité de l'eau produite. Il faut maîtriser, mieux maîtriser, notamment au SMGAG, l'utilisation des sous-produits à base d'aluminium pour impacter le moins possible la qualité finale de l'eau offerte à la population. Et s'agissant de la chlordécone, la question de la maîtrise des changements de filtre reste prioritaire pour effacer finalement ces non-conformités. C'est tout à fait possible. Il faut simplement du sérieux et du suivi continu lors du changement des filtres pour éviter ces non-conformités. Sur la turbidité, sur 1639 échantillons, nous déplorons 72 prélèvements non conformes, ce qui nous donne un taux de conformité à 95,6% pour une moyenne nationale à 95%. Là aussi, la turbidité est essentiellement liée à la période de collecte d'eau en période de forte pluie. Et là aussi, une meilleure maîtrise de ces collectes réglerait un peu plus significativement l'impact de ce paramètre. Entre 2022 et 2023, les chiffres sont restés stables et aussi entre 2023 et 2024. C'est ce qui nous permet de dire que tout n'est pas perdu sur ce département en termes de qualité maîtrisée de l'eau distribuée. Je ne reviendrai pas sur l'impact éventuellement possible de ce qu'a évoqué Mme Duflot, Mme Gustave Duflot, pardon, sur la dégradation continue de la qualité des eaux côtières. Heureusement pour nous, la situation est différente à Saint-Martin et à Saint-Barth. Heureusement pour nous, les prélèvements pour eau potable ne sont pas en bordure de côte, sont plus dans les montagnes, dans les zones boisées, et le risque est donc moindre par rapport à ce paramètre de pollution des côtes. Néanmoins, s'agissant du domaine que nous observons particulièrement autour de la sécurité sanitaire, nous sommes très sensibles au travail qui est développé actuellement pour protéger les 32 captages qui restent à autoriser officiellement. Un dossier est actuellement sur nos bureaux entre la préfecture et nous pour accompagner notamment le SMGAG dans cette régularisation. À ce jour, tous les captages ont fait l'objet d'une visite et d'un avis de spécialistes, un hydrogéologue en particulier, agréé en matière d'hygiène publique. La prochaine étape déterminante va consister en l'organisation d'une consultation administrative pour permettre à la population de se prononcer sur les enquêtes publiques qui vont concerner la protection des zones de captage en montagne, donc lorsque notamment des propriétaires privés sont signalés sur ces périmètres. Un autre sujet préoccupe l'agence, c'est l'avancement des travaux concernant les plans de gestion de sécurité sanitaire des eaux. C'est une exigence nationale de mettre en place ces PGSSE. Les travaux ont démarré auprès des différents fermiers, en particulier au SMGAG, mais nous restons attentifs à ce qui se déroule dans les délais prévus, puisque tous ces travaux, tous ces plans doivent être rendus et doivent être opérationnels entre 2027 et 2029. Et donc, nous accompagnons ces opérateurs pour qu'ils, au-delà de leurs difficultés au quotidien, que nous comprenons bien, mais qu'ils assurent aussi la réalisation de ces travaux de fond qui protégeront assurément la ressource. Un dernier focus peut-être sur les PFAS qui font l'objet de l'actualité nationale, mais aussi locale. Il faut que vous sachiez qu'une campagne exploratoire menée par l'ANSES et en dernier lieu en 2025 en Guadeloupe a permis d'effectuer 10 prélèvements en début d'année 2025 et que sur les 35 molécules PFAS recherchées, dont 20 font partie d'une liste particulière
à rechercher prioritairement, nous avons trouvé que 2 PFAS, et les 2 qui ont été trouvés ne figurent pas sur cette liste prioritaire de PFAS particulièrement préoccupants. Mais les 2 PFAS que nous avons trouvés, au-delà du fait qu'ils ne sont pas prioritairement à rechercher et prioritairement les plus dangereux, les quantités relevées ici montrent que notre sujet restera la maîtrise de la chlordécone plutôt que ces nouveaux polluants qui ne sont pas significativement représentés sur nos territoires à date. Les travaux continuent pour, bien sûr, les détecter s'il devait y avoir des zones non détectées. Simplement, vous connaissez un peu l'historique de ces polluants. On n'a pas d'activité historique et ancienne industrielle qui pourrait justifier la présence dans nos sols, dans nos sous-sols de ces produits, pour l'instant. Je terminerai en vous disant que nous avons aussi un autre sujet qui est suivi particulièrement à l'ARS, il n'est pas directement lié à la qualité de l'eau potable, c'est la possibilité réglementaire qui est accordée à chacun de récupérer les eaux de pluie pour les usages autres que l'eau potable. Et donc, nous avons aussi un chantier d'accompagnement des opérateurs sur ces récupérations d'eau de pluie. Et puis, je terminerai par un point sur la communication. L'Office de l'eau vous l'a dit, les chiffres clés de l'eau sont disponibles dans ce document à date aujourd'hui. Néanmoins, vous pouvez aussi retrouver les données, et notamment les données plus récentes, sur le site de l'agence en tapant l'adresse indiquée et aussi en tapant votre secteur. Ces informations sur le site de l'agence complète celle que vous recevez en tant que citoyen avec votre dernière facture de l'année. Voilà, c'est en quelques mots les éléments importants que l'ARS souhaitait partager avec vous, mais aussi avec la population pour démystifier un peu le sujet de la qualité de l'eau lorsqu'elle est distribuée normalement. Je reconnais que à beaucoup de moments, on a d'autres difficultés que la mise à disposition de l'eau potable que je viens de vous présenter. Je vous remercie donc. Merci, Monsieur Patrick Saint-Martin. Et pour conclure cette présentation, Monsieur Thierry Devimeux, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe. Merci, Madame la vice-présidente du Conseil régional, Monsieur le président du Conseil départemental, Madame la présidente de l'Office départemental de l'eau, Monsieur le directeur général du syndicat, Mesdames et Messieurs, d'abord très heureux d'être parmi vous ce matin et je me permets, si vous voulez bien, commencer par vous souhaiter les meilleurs vœux pour 2026, mais des meilleurs vœux un peu particuliers, des meilleurs vœux sans violence. Vous avez tous suivi ce qui s'est passé ces jours derniers, vous avez tous suivi les déclarations que j'ai pu faire, en particulier hier. Je rêve d'une Guadeloupe sans violence et d'une Guadeloupe dans laquelle les Guadeloupéens se réveillent et affichent officiellement, fermement, collectivement, publiquement, le fait que la violence ne soit pas acceptable. Surtout quand cette violence est associée à des moments de fête, alors que justement, un carnaval, pour ne pas le citer, est normalement là pour faire en sorte que la fête soit collective et heureuse, et pas pour qu'elle soit endeuillée par de la violence gratuite, parce que c'est vraiment de la violence gratuite, et j'aimerais que collectivement, nous soyons en capacité de réagir. Je ferme cette petite parenthèse, mais quand même, cette parenthèse, je souhaitais vous la dire, parce qu'elle me travaille beaucoup. Je suis très peiné par ce qui s'est passé ces 2 jours, ces 5 premiers jours de l'année, avec 2 homicides de 2 jeunes qui ont perdu la vie pour des bêtises, parce que la violence circule, parce que les armes circulent, et dire que c'est parce que l'État met pas assez de moyens, c'est un raccourci un peu court, et moi j'attends, je rêve d'un sursaut collectif autour de ce sujet. En tout cas, je suis très heureux, malgré ça, d'être parmi vous ce matin pour parler de l'eau. Vous savez que l'eau est un sujet qui m'intéresse beaucoup, un sujet sur lequel je me suis exprimé beaucoup, et parce que c'est un sujet qui est fondamental pour le développement de la Guadeloupe. D'abord, ce sujet est important parce que l'eau, vous l'avez dit, Madame la vice-présidente du Conseil régional, l'eau a un impact direct sur les milieux. Et quand l'eau va mal, les milieux vont mal. Et effectivement, en Guadeloupe, les milieux vont mal.
Alors, je ne sais pas si je peux me permettre, oser un raccourci très rapide avec l'analyse qui va être faite ce matin du Lamentin qu'on a retrouvé mort au Moule, pour savoir pourquoi il est mort. J'espère qu'on ne va pas découvrir qu'il est mort parce qu'il a été intoxiqué par de la pollution. J'espère que c'est autre chose, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, effectivement, quand l'eau va mal, nos milieux vont mal. Et donc, nous avons vraiment besoin, surtout dans les territoires îliens, où le cycle de l'eau est plus contraint, nous avons vraiment besoin d'avoir des milieux qui soient en bonne santé et donc un cycle de l'eau qui soit bien préservé. La deuxième raison qui fait que je suis satisfait d'être parmi vous ce matin, c'est qu'il y a un impact direct ou une corrélation directe entre eau et dérèglement climatique. Dans quelques semaines, quelques jours, Météo France va présenter des conclusions d'une très grosse étude qu'ils ont fait pour adapter les analyses du GIEC à nos îles caribéennes. Quelles sont les conséquences du réchauffement de la planète sur le climat de nos îles. Ça sera intéressant d'avoir les conclusions, je les ai déjà, donc je sais qu'elles sont particulièrement préoccupantes justement sur ce problème du cycle de l'eau. Et la troisième raison, c'est que dans ce territoire, mais vous le savez tous, et les uns les autres vous l'avez développé, nous avons des difficultés d'avoir de l'eau au robinet, et de l'eau potable au robinet, et cette situation est absolument inacceptable, je l'ai déjà dit plusieurs fois. La Guadeloupe est au niveau du Guyana en matière de performance de notre système d'eau potable comme d'assainissement. Je ne sais pas si vous connaissez le Guyana, moi je connais un peu ce pays. Ce n'est pas une super référence en matière de développement durable ou de développement tout court. Et être au même niveau de performance que ce pays, c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment de quoi être fier. Et donc il y a une impérieuse nécessité, mais les uns les autres, et je vais y revenir, nous sommes déjà très concentrés sur ce sujet-là pour faire en sorte que la Guadeloupe sorte par le haut sur ce sujet. Alors, j'ai pu regarder ce document. Merci beaucoup d'ailleurs à Madame la Présidente d'avoir pu produire ce document qui est bourré d'informations et qui est un document de chevet qu'on devrait tous avoir sur notre bureau en permanence pour bien nous rappeler en tant que besoin ce qu'est la situation de l'eau, de l'assainissement, les grands cycles de l'eau, le petit cycle de l'eau. Je regrette, mais je sais que c'est parce que c'est compliqué que ce soit que des chiffres de 2023, voire 2024, alors qu'on est déjà en 2026. Mais il a le mérite d'exister et de balayer très clairement la situation de l'archipel en matière d'eau et d'assainissement. Ce que je note, d'ailleurs en décortiquant ce document, c'est que nous pouvons constater une amélioration, timide certes, fragile sûrement, mais une amélioration notable quand même sur un certain nombre de paramètres. Vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, nous avons prélevé moins d'eau en 2023 par rapport à 2022. La baisse, c'est 4%. C'est-à-dire quand on prélève moins d'eau, on préserve les milieux parce qu'on évite de mettre en tension les milieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, mais comme vous l'avez dit, Madame Gustave Di-Duflo, il faut que nous arrivions à garder cette dynamique dans les années qui viennent. Cette dynamique, c'est un effort de sobriété que tout le monde doit faire, des réseaux plus performants qui évitent les pertes, des consommateurs qui consomment moins d'eau, des industriels qui consomment moins d'eau. Bref, c'est l'ensemble de la chaîne des acteurs qui doit se mobiliser pour faire en sorte que ces prélèvements d'eau puissent être ramenés au juste niveau sans gaspillage. Le deuxième point intéressant que j'ai noté, c'est le rendement du réseau d'eau potable, qui s'est amélioré. Alors, de 10 points entre 2023 et 2022, on est passé de 32% de performance du réseau, ce qui est nul, à 42%, ce qui est encore nul, mais c'est quand même 10 points de plus. Je vous rappelle qu'un bon réseau, dans l'Hexagone, dans les zones urbaines par exemple, on dépasse 95%. Quand on est à 40%, on est encore très loin du compte. Mais ce qu'il faut noter, ce n'est pas tellement la performance du réseau, mais la volonté partagée par tout le monde et les résultats qui montrent que ce rendement s'améliore. Corollaire de ce rendement qui s'améliore, c'est le nombre de fuites réparées qui, entre 2022 et 2023, a bondi de plus 117%, ce qui est très bien. Je mets néanmoins un bémol parce que je sais que ces dernières semaines, ces derniers mois, l'effort s'est un peu relâché et je me tourne vers le syndicat. Il va falloir qu'en 2026, la priorité revienne à la recherche de fuites et à la réparation de fuites. Et puis le dernier élément que je note avec satisfaction, c'est que la qualité sanitaire de l'eau au robinet est plutôt bonne. 97,5% des eaux respectent les limites et les références de qualité pour les bactéries. Alors,
on a eu une présentation plus précise et qui est donc à nuancer, mais globalement, contrairement à ce que une légende urbaine qui circule dans le territoire, l'eau au robinet, en termes de qualité, n'est pas catastrophique. Ceci dit, si ces chiffres, je vous souhaitais les citer parce qu'ils sont plutôt encourageants, effectivement, on est encore très loin de l'objectif que nous sommes fixés dans le territoire de 70% de rendement du réseau. Quand on est à 40%, c'est pas encore ça. Il faut absolument continuer les efforts, mais les uns les autres, vous l'avez déjà présenté. Les efforts, ça veut dire des efforts d'organisation et ça veut dire beaucoup de millions d'euros à mettre sur la table pour pouvoir accompagner les investissements nécessaires. Peut-être un focus de ma part sur l'assainissement, parce qu'on parle beaucoup d'eau potable assez naturellement, parce que bien sûr, c'est ce qui préoccupe le plus la population, c'est ce qu'elle a au robinet ou ce qu'elle n'a pas au robinet, et on a tendance à un peu négliger la question de l'assainissement. D'abord, sur l'assainissement collectif, on pourrait dire que la situation apparaît moins dégradée qu'on pourrait le craindre, toujours en lisant les chiffres de ce rapport. Sur les 18 stations d'épuration qui gèrent plus de 2000 équivalents habitants, 9 en 2023 étaient conformes. Alors, la moitié. Ceci dit, en 2022, il n'y en avait que 7, et en 2021, il n'y en avait que 4. Donc là aussi, on voit une amélioration de ce sujet. Et puis, on avait identifié en 2022 8 stations d'épuration qui étaient à fort risque d'être concernées par, vous savez, le contentieux européen, qui est au niveau de la France, cible les territoires qui sont les moins performants en assainissement et sur laquelle il y a une amende qui peut s'appliquer, décidée par l'Union européenne. Et en fait, la Guadeloupe était concernée par le sujet, mais elle est sortie de cette thématique par les travaux qui ont été faits sur la station d'épuration de Trois-Rivières, la mise en conformité qui a été faite en 2024. Donc, deux points qui permettent de se satisfaire modérément, mais de se satisfaire du travail accompli. Alors, je disais se satisfaire modérément parce que, bien évidemment, des points de vigilance majeurs subsistent toutefois. D'abord, je le disais, les chiffres que j'ai analysés, c'est des chiffres de 2023, on est déjà en 2026. Sur ce sujet-là, le temps passe très vite. Et premier point de vigilance, c'est qu'en 2024, les contrôles effectués ont montré des problèmes d'autosurveillance sur la totalité des 18 stations d'épuration. Alors, c'est souvent pour des problèmes administratifs, c'est pas forcément pour des dysfonctionnements physiques ou mécaniques des stations, mais 18 problèmes d'autosurveillance sur les 18 stations, c'est des choses qu'il faut absolument corriger rapidement. Deuxième sujet de préoccupation, c'est que sur les 18 stations, 8 stations en Guadeloupe ont été identifiées par une circulaire récente de juillet 2025 comme pouvant rentrer potentiellement dans un nouveau contentieux européen parce qu'elles ne répondent pas aujourd'hui aux nouvelles normes européennes en matière d'assainissement. Donc là aussi, gros point de vigilance, parce que ça illustre que la situation n'est pas stabilisée. Accessoirement, ça met sur nos épaules une épée de Damoclès d'une énorme amende, mais c'est surtout, ça montre que nos 8 stations n'ont pas un fonctionnement qui est satisfaisant. Et puis l'autre sujet préoccupant, c'est l'assainissement non collectif. On en parle assez peu de cet assainissement non collectif, mais vous en avez parlé, Madame la Vice-présidente, parce que quand même, ça concerne 56% des foyers. 56% des foyers en Guadeloupe sont à l'assainissement non collectif. Et aujourd'hui, on a du mal à savoir si cet assainissement est bon ou pas. Nous manquons de données. Sur le périmètre du syndicat, seulement 1,7% des installations a été contrôlées. 1,7%. Ça laisse sous-entendre que l'immense majorité des installations individuelles ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Si elles ne sont jamais contrôlées, si elles sont un peu anciennes, ça se dérègle très très vite, ces assainissements non collectifs. Donc il y a un vrai besoin d'apporter une vigilance particulière sur ce sujet parce que, pour reprendre l'expression de Madame la Vice-présidente, c'est une pollution silencieuse qui s'installe. C'est vrai que quand vous avez une station d'épuration, une grosse station d'épuration qui dysfonctionne et qui va directement dans la mer, c'est visible assez vite. Quand vous avez une multitude de petites stations d'épuration autonomes, d'assainissement non collectif qui dysfonctionnent, ça s'infiltre dans le sol et de manière lente, mais très insidieuse, et après c'est très difficile de rattraper la situation.
il y a une pollution qui s'installe dans les milieux et qu'il sera extrêmement difficile de rattraper. Alors, quelles sont les perspectives d'action pour les années qui viennent? Je ne vais pas redire ce que ont dit mes partenaires, conseil départemental et conseil régional, sur l'investissement que nous mettons pour accompagner le syndicat. Et on parle du syndicat parce que côté Marie-Galante, la situation est un peu plus simple, un peu meilleure. Mais nous mettons effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour accompagner le syndicat dans ses réformes. D'ailleurs, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, mais enfin, c'est le syndicat qui vous invite à une conférence de presse dans 48 heures pour reparler de ça. Nous nous retrouverons à Trois-Rivières dans quelques jours, jeudi. Ceci dit, pour moi, l'année 2026 doit être consacrée à redoubler d'efforts, en particulier pour accélérer la rénovation de l'assainissement dans la zone pontoise. La zone pontoise, c'est la grande zone urbaine, pour dire simple, de la Guadeloupe. Vous savez que dans cette zone-là, nous avons un ambitieux projet de rénovation urbaine, c'est-à-dire de reconstruction de la ville sur la ville, entre la commune de Pointe-à-Pitre et la commune des Abîmes. Beaucoup d'argent public va être mobilisé autour de ça, mais il faut absolument que ce programme, ce projet de reconstruction de la ville sur la ville s'accompagne par une reconstruction du sous-sol. Parce que si vous reconstruisez des bâtiments sur un sous-sol qui n'a pas été repris, quand je parle de sous-sol, je parle bien sûr des réseaux d'eau et des réseaux d'assainissement, vous construisez des logements sur quelque chose de pourri et ça ne pourra pas marcher. Et nous avons besoin donc de redoubler d'efforts sur ce sujet-là. D'ailleurs, sur les 35 millions d'euros de l'Office français de la biodiversité qui sont à ma disposition pour accompagner les investissements, 10 millions d'euros ont d'ores et déjà été ciblés pour justement mettre l'accent sur ce sujet-là, de manière à ce que cette reconstruction de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ne se fasse augmenter cette PPI pour mettre plus d'opérations relatives à de l'amélioration de l'assainissement. Alors, pour ça, deux choses assez simples. La première, ce qui a été enclenché, ce qui marche plutôt bien, Monsieur le Président du Conseil départemental, vous l'avez rappelé, le syndicat peut s'appuyer sur de la maîtrise d'ouvrage déléguée pour que ses grands partenaires, conseil régional, conseil départemental et maintenant même des EPCI, puissent porter des programmes d'investissement qui viennent compléter le travail mené par le syndicat pour pouvoir, à plusieurs, être plus fort et aller plus loin. Si le syndicat reste seul à mener les opérations d'investissement, il ne pourra pas tout faire. Quand ses grands partenaires financiers et surtout techniques, comme le conseil régional et le conseil départemental, viennent lui donner un coup de main en portant en maîtrise d'ouvrage directe des investissements, ça donne un coup de main et ça permet d'accélérer l'amélioration des choses. Et puis, le deuxième sujet, il va falloir améliorer notre capacité à faire de l'assainissement. Aujourd'hui, globalement, nous faisons à peu près, quand nous collectifs, entre 30 et 40 millions d'euros d'investissement par an pour améliorer notre production d'eau et notre système d'assainissement. C'est déjà pas mal. Sauf que si on veut arriver à régler le problème, il faudra que nous arrivions à monter à 150, 160 millions d'euros par an. Et donc, pour ça, il ne faut pas que le syndicat soit tout seul, et il faut trouver d'autres ressources. Et une des idées que nous travaillons d'ores et déjà avec le conseil régional, c'est de voir comment redéployer des fonds européens qui seraient éventuellement pas utilisés sur d'autres opérations pour pouvoir les flécher sur des nouvelles opérations, et je pense à l'assainissement, pour accélérer la remise en état des réseaux, accélérer la remise aux normes de l'assainissement
et arriver à atteindre ce fameux palier de 150 à 160 millions d'euros d'investissement par an. C'est un immense défi que nous devons porter collectivement, que nous portons collectivement, et je suis très heureux, moi qui arrive encore dans ce territoire que depuis 4 mois, mais de voir combien l'ensemble des forces vives de ce territoire, conseil régional, conseil départemental, l'ensemble des EPCI, aujourd'hui se mobilisent pour accompagner le syndicat dans sa dure tâche de remettre à niveau le réseau d'eau potable et d'assainissement. Et je terminerai en disant que si cet effort est aujourd'hui politiquement fait et assumé par les grandes collectivités, il faut aussi, comme vous l'avez dit, Président, enfin tout le monde autour de la table, il faut aussi que les utilisateurs de cette eau potable, les consommateurs de cette eau potable, se sentent aussi concernés et fassent preuve de plus de civisme, parce qu'effectivement, le nombre d'impayés est aujourd'hui encore beaucoup trop important. Alors, je peux entendre certains qui disent « j'ai pas d'eau, je vois pourquoi je paierais », mais je ne peux pas entendre que d'autres disent, ou plutôt ne disent rien, et ont de l'eau, mais surtout se gardent bien de payer. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait un effort collectif, un sursaut collectif, parce que tout ça coûte très cher, et que ça ne peut pas reposer uniquement sur les partenaires de la puissance publique, mais ça doit être porté, en tout cas coporté, par les bénéficiaires de ce service, que sont les consommateurs. Dernier point, autre point de vigilance pour les années à venir, c'est l'évolution de la directive sur les eaux résiduelles qui va se durcir. Et si aujourd'hui on a des stations d'épuration qui donnent l'impression, enfin qui répondent aux normes, ces mêmes stations d'épuration, lorsque la réglementation va se durcir, et c'est en 2027, on va s'apercevoir qu'on n'est plus du tout aux normes. Et donc, c'est une très grande vigilance, et ça sera en tout cas ma préoccupation, mais je pense qu'elle est partagée par mes partenaires, pour faire en sorte que notre réseau d'assainissement fasse l'objet d'une attention tout aussi forte que le réseau d'eau potable, pour que, en parallèle, la question de l'eau potable, mais aussi la question de l'assainissement, puisse permettre à la Guadeloupe de sortir par le haut. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin, et encore une fois, merci de votre présence parmi nous. Merci, Monsieur le Préfet, et nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires pour leur contribution, ainsi que les acteurs de terrain qui œuvrent au quotidien pour garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement. Nous remercions également les représentants de la presse qui sont présents. Nous allons maintenant procéder aux interviews. Sachez que des experts techniques sont également présents à votre disposition afin d'approfondir certains points. Merci encore pour votre attention et pour votre engagement à relayer ces informations essentielles. On rappelle que le rapport sera disponible à 12 h sur le site de l'Observatoire de l'eau, www.observatoire-eau-guadeloupe.fr, et le dossier de presse est également disponible via le QR code qui est situé juste à l'entrée.